Bonjour à tous. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette présentation sur un thème voilà, que j'ai découvert il y a quelques années, mais qui n'a pas cessé d'évoluer, qui est le DevSecOps. Et là, on va plutôt l'aborder d'une vision plutôt côté Google Cloud Platform. Euh, Déjà, qui a déjà entendu parler de DevSecOps? Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces, je verrai, je les verrai monter. Voilà, il y en a pas mal. Qui a déjà eu à implémenter des pratiques DevOps, en tout cas adopter des pratiques DevOps dans son travail de tous les jours? Voilà, super. Il y a quelques-uns. OK. Donc, en tout cas, ceux qui l'ont implémenté sont inférieurs à ceux qui l'ont entendu parler, mais ça fait partie un peu des buzzwords qu'on entend depuis un moment, tout ce qui finit par Ops, DevSecOps, DevOps, GreenOps, FinOps. En tout cas, il y a pas mal de termes. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est un peu de parler de ça et de l'aborder d'un point de vue GCP. Alors, pour me présenter rapidement, donc moi, je m'appelle Saifeddin Mansri, je suis directeur de l'activité cloud, infrastructure et DevOps chez Sphere. Ça fait 10 ans que j'y travaille et voilà, dans mon quotidien, je suis aussi formateur GCP et Kubernetes. Et cette année, en tout cas depuis janvier, j'ai été reconnu comme étant GDE Cloud auprès de Google. C'est, on va dire, un peu plus travail communautaire, partage, conf, articles, tout ça. Alors, avant de démarrer, j'aimerais bien quand même présenter Sphere en deux mots. Donc, Sphere, on est une boîte de à peu près 800 consultants aujourd'hui. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on est à peu près aux alentours. On est présent dans 5 agences, dans 5 localisations en France, Paris, Bordeaux, Lille, Nantes et Strasbourg. Et à l'étranger, on est plutôt au Luxembourg et récemment à Bruxelles, puisqu'on a ouvert une agence il y a peut-être quelques mois. On est plutôt une communauté d'experts, de techos, on va dire, hein. On aime bien construire, builder et mettre les mains dans le cambouis. On a une croissance de 20% organique quand même tous les ans, donc c'est une croissance qui est assez phénoménale. Et donc déjà, je parle de mon activité cloud. Quand on a commencé il y a 3-4 ans à Paris, en tout cas, on était 3 ou 4 personnes dans l'équipe core. Aujourd'hui, on a à peu près 60 personnes dans l'équipe. Donc ça n'a fait qu'évoluer. Donc on intervient sur pas mal de sujets, cloud, data, machine learning, du développement, front, back, mobile ou API. Voilà. Donc ça, c'est un peu globalement ce qu'on fait chez Sphère. Allez, c'est parti avec la presse. Donc, si on fait un peu, si on revient un peu en arrière et on regarde un peu l'histoire, bah, au début, pour la partie operations et ops, c'était beaucoup de travail manuel. Voilà, donc dès qu'il y a un problème, on va appeler quelqu'un au côté operations, on va lui dire, voilà, j'ai un problème, il va intervenir manuellement pour fixer le problème. Bon, ça fait passer une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, c'est plutôt gérable, mais clairement, à un moment donné, bah, ça devient ingérable. Donc, on est passé plutôt sur la phase d'automatisation, ce qu'on appelle du scripting. Voilà. Euh, donc voilà, ça a bien fonctionné pendant des années, mais on le voit très bien aujourd'hui avec de plus en plus d'applications qui sont sophistiquées, qui sont complexes, avec plein de dépendances, avec plein de composants, plein d'outils qui vont s'héberger sur des environnements autres que ce qu'on a l'habitude d'avoir, voire sur plusieurs cloud providers, voire en hybride. Voilà, donc ça devient de plus en plus complexe et donc on a commencé un peu essayer de faire de l'abstraction, en tout cas par rapport à la gestion de ces applications. Et surtout, on a essayé de rapprocher les deux mondes qu'on connaît historiquement, c'est le monde des développeurs et le monde des ops. Moi, en tout cas, personnellement, je viens du monde du dev historiquement. Et pendant plusieurs années, j'ai fait du dev, plutôt back Java. Et je pense qu'on a tous vécu le moment où ça fonctionne très bien sur ton poste. Et quand ça part pour partir en staging, en pré-prod, en recette, on l'appelle comme on veut, bah, ça ne fonctionne pas. Ou en production, ça ne fonctionne pas. Et on a un peu ce dilemme, bah, ça fonctionne sur mon poste, mais ça ne fonctionne pas en prod. Et donc, l'idée derrière, en fait, c'était un peu de rapprocher ces deux mondes, d'où l'avènement donc, des pratiques plutôt DevOps. J'aime bien le terme pratique DevOps, c'est plutôt une culture, c'est une façon de travailler, de gérer le cycle de vie d'un logiciel, où on favorise plutôt le dialogue et des équipes qui vont plutôt collaborer pour arriver en tout cas, des logiciels et des solutions qui sont les plus fiables possibles. Donc là, rapidement, pour rappeler un peu le contexte, et du coup, ce qui nous amène aujourd'hui un peu à parler donc de DevSecOps, c'est clairement la partie sécurité, d'accord? Parce qu'avec tout ce qui est environnement cloud, puisqu'on a déporté en quelque sorte la responsabilité de l'hébergement et de la gestion de nos infrastructures
à des hyperscalers, à des cloud providers, bah, en fait, en général, l'inconnu et ce qu'on ne maîtrise pas rajoute de l'incertitude, rajoute de l'inquiétude. Et donc là, on a besoin d'être rassuré en quelque sorte sur la sécurisation de nos environnements qu'on va utiliser. Et, et, et c'est clair en fait qu'il y a de nouveaux challenges qui sont arrivés. C'est que déjà, on a des services cloud qui sont plutôt recyclables, qui vont se créer, se détruire à la volée, plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans l'heure. Voilà, donc avec tout ce qui est un phrase code qu'on verra un peu plus tard, bah, je suis capable avec un Terraform apply d'instancier toute l'infra et Terraform destroy, bah, je détruis tout sans avoir à aller chercher les dépendances ou si j'ai oublié des choses. Donc, vous voyez, ça rajoute quand même des challenges, de nouveaux challenges en tout cas. Autre chose, c'est la partie sécurité qui est changeante dans le temps. C'est qu'on a des nouvelles menaces qui vont arriver tous les jours, toutes les semaines, voire bah, à tout moment. Et donc, il faut rester à jour, il faut pouvoir suivre, il faut tracer tout ça, il faut apporter il faut faire de la remédiation aussi. Et enfin, on a aussi un problème aussi de compétences. Clairement, aujourd'hui, quand on aborde en tout cas les problématiques dans le cloud, même si, je ne vous cache pas, et en fait, dans le cloud, on n'est pas en train de révolutionner le monde. C'est juste en fait qu'on a déporté l'infrastructure qu'on avait avant on-prem, qu'on avait à disposition, on l'avait déporté dans les data centers des cloud providers et notamment Google. Donc là, on a besoin aussi de personnes qui sont sensibilisées et par rapport aux enjeux du cloud et par rapport aux notions de sécurité dans le cloud. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a un nouveau paradigme qui va arriver avec ce genre de technologie, et notamment chez Google, puisqu'en fait, on a une sécurité qui est plutôt en mode oignon. On a plusieurs niveaux de sécurité, et chaque niveau de sécurité va apporter donc, c'est les fonctionnalités nécessaires par rapport à la couche. On parle de la sécurité au niveau du hardware, de la sécurité au niveau du réseau, de la data, on parle du chiffrement, des identités, de la partie operations, du logiciel aussi, d'accord? Puisque pareil, en fait, les logiciels qu'on va développer par rapport à ces dépendances. Donc, vous voyez qu'on change quand même de façon de gérer la partie sécurité. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est on a besoin de garder notre environnement sécurisé, mais tout en restant à jour par rapport aux dernières solutions d'un point de vue sécu. Okay, donc ça, c'est un peu l'objectif principal qu'on va retrouver un peu chez la plupart des sociétés qui ne veulent pas être larguées, clairement d'un point de vue sécurité, mais tout en gardant la main sur ce qui se passe. D'où, du coup, l'introduction de la partie sec ou security dans les pratiques DevOps. On va juste rajouter, en fait, en quelque sorte, c'est pas forcément un bouclier, comme on le voit ici dans le schéma, parce que j'aime pas trop la sécurité périmétrique, où on a, comme dans Game of Thrones, on a The Wall, et dès que le mur il tombe, bah, on a plus de défense et de sécurité. J'aime bien plutôt la sécurité en profondeur, telle que l'a implémenté Google, où on va trouver la sécurité dans l'ensemble de ces étapes qu'on voit ici dans les pratiques DevOps, que ce soit dans la partie développement, la partie test, la partie déploiement, monitoring, operations. Voilà, donc on va trouver la sécurité partout. Et donc là, on va parler plutôt de la partie DevSecOps. Donc, clairement, DevSecOps, c'est pas un extraterrestre, ça vient pas de vient pas de nulle part. C'est juste rajouter de la sécurité, avoir la sécurité en tête quand on va adopter les pratiques DevOps. Alors, donc, pour poser un peu une définition, qu'est-ce que c'est que DevSecOps? Donc là, moi, j'ai cherché un peu, voilà, on retrouve un peu la définition. Bah, Red Hat a émis une définition comme d'autres, hein, mais c'est plutôt réfléchir dès le départ à la partie sécurité, que ce soit dans l'applicatif, mais aussi dans l'infra. Moi, en tant que développeur, je me rappelle, à un moment donné, je n'étais pas forcément sensibilisé par rapport à la partie sécu. J'étais focus sur la partie applicatif, feature, métier, et la partie sécurité, bon, on verra plus tard, ça va être géré par l'équipe de production, mais en tant que développeur, on n'était pas forcément sensibilisé par rapport à ça. Alors qu'aujourd'hui, quand on va développer pour le cloud, parce que c'est ça l'objectif, et on va développer des applications cloud natives, ça c'est un peu le terme qui revient assez souvent. Donc là, il faudra introduire cette composante de sécurité dans les ingrédients de votre stack et de votre outillage. L'idée, c'est d'apporter de l'automatisation. Parce que, OK, la sécurité, c'est bien, apporter de la sécurité, c'est bien, mais l'idée, c'est pas de la faire à la mano, mais d'introduire de l'automatisation
pour que tout roule sur des patins. On va introduire en fait à différents niveaux dans nos pipelines. Effectivement, DevOps, on va introduire des composants de sécurité qui vont faire des checks automatisés. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réduire au maximum les interventions humaines, comme c'était le cas aussi pour la partie DevOps. Parce que la partie DevOps, c'était plutôt réduire les interventions humaines pour le cycle de vie de l'intégration et de déploiement des applications. Là, c'est plutôt pour la partie sécu. D'accord? Donc, c'est un peu pareil. C'est juste une continuité par rapport à ce qui s'est passé côté DevOps. Comment implémenter du DevSecOps? Ça, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, en tout cas. C'est un peu la finalité. Donc, l'idée, c'est comme je disais, c'est intégrer la partie sécurité à tous les niveaux dans ce qu'on appelle le Software Development Lifecycle, SDLC. D'accord? Donc, c'est un terme qui est assez standard. Donc, on a le cycle de vie d'un logiciel qu'on va voir juste après. Et donc, il faudra ajouter la sécurité, l'automatiser et surtout réduire le fossé entre les équipes DevOps et les équipes sécurité. Donc là, avant, c'était réduire le fossé entre les équipes de Dev et les équipes Ops. Donc, on a créé le DevOps. D'accord? Là, aujourd'hui, il s'agit d'intégrer aussi les équipes de sécurité dans les équipes projet. Donc là, l'idée, c'est pas de dire on a une équipe de sécurité qui est à part et on a une équipe DevOps de l'autre côté, mais plutôt intégrer les gens de la sécurité dans la plupart des cérémonies, d'ailleurs, hein, si on est en méthodologie agile, dans les rétrospectives, pour parler de ce qui a bien fonctionné, de ce qui a mal fonctionné, en tout cas, sur les précédents sprints, les intégrer aussi dans tout ce qui est sprint planning, pour aussi peut-être intégrer certaines fonctionnalités d'amélioration d'un point de vue sécurité ou d'implémentation de nouveaux outils, ainsi de suite. Donc là, vraiment, il faut qu'il soit une part prenante, en tout cas une partie prenante dans le cycle de vie du développement des applications. Et vous allez le voir hein, dans la partie DevSecOps, il y a beaucoup d'humains, comme pour la partie DevOps. On peut avoir toutes les envies du monde et toute la volonté du monde. S'il n'y a pas le sponsorship, s'il n'y a pas la volonté des personnes, on ne peut rien faire. Donc là, on a besoin quand même de fédérer les équipes et de les sensibiliser par rapport à ça. Hop, le Software Development Lifecycle, donc le SDLC. Donc là, on a un peu parlé, mais ça commence un peu par la partie planification, analyse de l'existant, design, architecture, design, conception. On va implémenter, tester, intégrer et par la suite continuer à maintenir. Ou la partie plutôt optimisation après qu'on a déployé sur les environnements de production. Et après, bon, on rebelote, d'accord? À chaque fois, on va reprendre ce même cycle-là pour aller rajouter de nouvelles fonctionnalités, mais, créer de nouvelles versions de notre application, ainsi de suite. Alors, un SDLC moderne, parce que là, on était plutôt sur la définition plutôt générale, mais si on prend un peu un SDLC moderne ou un SDLC d'un point de vue Google Cloud, vous avez 6 étapes qu'on va plutôt retrouver. La partie architecture, donc ça, c'est très important dès le départ de se poser, de voir un peu qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelles sont nos contraintes, d'un point de vue infra, d'un point de vue métier, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue aussi réglementaire. C'est très important quand il s'agit de la partie architecture. Est-ce qu'on a besoin d'avoir du failover? Est-ce qu'on a besoin d'avoir de la redondance de données? Est-ce qu'on est obligé de garder les données dans une zone géographique bien spécifique? Est-ce que je suis obligé de garder les données pendant X temps pour des raisons d'audit et réglementaires? On va retrouver aussi la partie développement et automated test. Donc là, c'est un peu le quotidien d'un développeur. La partie build, donc builder les applications et après automatiser le déploiement. On verra, il y a débat entre continuous deployment et continuous delivery. Et par la suite, faire du continuous monitoring pour surveiller la plateforme et voir ce qui se passe. Donc, si on veut parler de la partie continuous integration, donc là, on est plutôt dans la partie DevOps pour l'instant. Donc là, il s'agit d'intégrer une nouvelle fonctionnalité, d'accord? Donc là, c'est le développeur qui va coder, qui va stocker son code dans GitLab, GitHub, Bitbucket. On verra aussi, on parlera de ça tout à l'heure dans la partie coding for the cloud. Après, builder, une fois qu'on a créé notre feature branch, on est satisfait par rapport à notre fonctionnalité, on va committer en remote, on va builder et après, ça va se déployer peut-être sur des environnements de test ou des environnements jetables. Bien évidemment, si on est en environnement containerisé, ça passera par des artefacts registry, notamment container registry dans GCP. Et l'idée après, c'est de pouvoir tester, valider donc notre fonctionnalité.
Une fois que c'est bon, on va plutôt merger donc notre fonctionnalité sur le master, le trunk, on l'appelle comme on veut. J'ai vu plein de nominations de cette branche qui partira, qui candidate ou qui sera peut-être candidate à la production. Donc là, c'est reparti pour rebuilder l'application et la déployer en staging. Peut-être faire des tests un peu plus poussés que ce qu'on aurait fait au niveau de la partie développement. Au début, c'était des tests unitaires, là, ça peut être des tests d'intégration, des tests end-to-end, d'acceptance, des tests de charge. Et après, on va plutôt déployer en production. Moi, j'aime bien le côté delivery. J'aime bien qu'à la fin, qu'on se pose et qu'on décide d'aller déployer cette version. Et après, il y a le continuous deployment, mais je pense que ça nécessite beaucoup de maturité et d'expérience pour arriver à un déploiement automatisé. Il y a plein de boîtes qui le font, hein, qui font des déploiements automatisés plusieurs fois par jour. Mais voilà, ça nécessite quand même une certaine maturité dans ce genre dans ce genre de pratique. Et à la fin, on va monitorer avec du Splunk, de l'ELK, ça peut être du Centrion. Voilà, il y a plein de produits qui sont du Datadog. Voilà, il y a plein de produits qui sont disponibles pour monitorer la partie infra, voire applicative. Comme je disais dès le départ, la partie humaine, elle est très importante dans l'adoption des pratiques DevSecOps et DevOps. Et donc là, ici, c'est juste en fait mettre en lumière la différence, en tout cas, et le contraste entre les pratiques, ce qu'on appelle waterfall, et les pratiques agiles. Donc là, si on était en waterfall, ou peut-être si on peut l'appeler en cycle V aussi, hein, historiquement, c'est en fait qu'on va rentrer un peu dans un tunnel et pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi, ça m'est arrivé. Moi, je ne cache pas, il y a plusieurs années, on m'a ramené une spec qui fait peut-être 200 pages. On m'a dit, voilà, tu vas implémenter peut-être la partie qui va de la page du chapitre temps à chapitre temps. Donc là, tu prends un mois, 2 mois pour développer donc, toute cette partie-là. Et après, c'est là on va tester. Et parfois, et la plupart du temps, il y a des gros problèmes. Il y a des gros problèmes qui arrivent à la fin qu'on aurait pu peut-être anticiper en avance de phase si on était plutôt dans des pratiques agiles. Donc là, les pratiques agiles, ça ne peut pas plutôt favoriser des cycles plus courts, ce qu'on appelle des sprints aussi, si on reprend un peu la méthodologie Scrum, et qui permettent voilà, de déployer des minimal viable products à chaque fois et peut-être découvrir des problèmes en avance de phase pour pouvoir les corriger dans les sprints d'après. Et donc là, vous voyez très bien qu'ici, en fait, on a plutôt des gens qui sont responsables de chaque stage. Ici, on est plutôt sur une responsabilité collective. On va retrouver des développeurs, des ops, des security engineers, des product managers, des delivery managers. On va trouver tout le monde est responsable, en tout cas, du cycle de vie de l'application. Donc là, je n'arrêterai pas de répéter, l'humain est au centre de ces pratiques. Voilà, donc ça, c'était plutôt une petite introduction globale par rapport à la partie DevSecOps et les méthodologies qui sont autour. Là, j'aimerais bien quand même qu'on fasse un petit focus sur comment, demain, si je pars de zéro, je suis amené à implémenter des pratiques DevSecOps dans GCP, comment je pourrais m'y prendre, d'accord? Quelles sont les étapes que je dois suivre? Quels sont les skills, les technos, les compétences que je dois acquérir? Et donc là, on vous a un peu listé quelques skills qu'il faudrait avoir. La première, quand on code pour le cloud déjà, et même je pense même hors cloud, c'est la partie Linux. Il faut avoir une bonne connaissance de la partie Linux, notamment quand il s'agit de travailler sur la partie infra, que ce soit la partie système de fichiers, comprendre un peu l'arborescence, quels sont les répertoires clés, comprendre un peu Linux Access Control, d'accord, que ce soit avec la partie numérique, mais aussi avec la partie textuelle, hein, soit en utilisant les read, write, execute, soit en utilisant les 754, les 777, ainsi de suite. Donc, comprendre les droits d'accès dans Linux. Avoir des notions de base sur la partie réseau, connaître quelques produits. Donc, il y a des produits qui permettent de troubleshooter, notamment. Et aussi avoir des notions de base sur la partie scripting shell. Donc là, j'ai mis un script shell simple qui teste l'existence d'un fichier Hello World. Et voilà, donc il va donc afficher soit s'il existe ou pas. Donc ça, c'est un peu naïvement, première chose en tout cas à aborder, c'est la partie Linux. Bien évidemment, si vous êtes sur des environnements Windows, ça va être plutôt l'équivalent côté Windows. Mais moi, personnellement, je suis plutôt côté Linux. Euh, Après, la deuxième chose qui peut être intéressant, c'est le langage de programmation. Alors, il y a débat, d'accord? Et là, ça va dépendre clairement par rapport à l'historique et le patrimoine des entreprises, parce qu'une entreprise qui démarre sur DevSecOps ou dans le cloud, en tout cas de manière générale, elle a peut-être d'avant des applications, elle a un patrimoine, mais
aujourd'hui, peut-être s'il faut lancer, je me dis que le Python, c'est peut-être un langage de programmation qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est le langage de programmation le plus adopté aujourd'hui dans le monde, suivant le classement de TIOB. Où je vous ai mis les liens, hein, je vous partagerai les slides de toute façon. Et donc là, vous avez tous les liens que j'ai pu utiliser pour me documenter. Et donc là, vous voyez très bien que c'est quand même en tout cas le langage de programmation qui a la première position. D'accord? Ça. Et donc, après, il est passé deuxième l'année dernière, mais là, voilà, il est en première position. Il faut savoir, c'est aussi un peu pour l'anecdote, chez Google, il y a environ plus, en tout cas, de 300 millions de lignes de code qui sont codées chez Google. Donc, c'est parmi les langages les plus utilisés. C'est aussi un langage qui est supporté par des produits dans GCP, type Cloud Function, pour la partie serverless, Functions. Et on a là, sur la partie App Engine aussi, pour ceux qui connaissent, un produit historique dans GCP. Mais mes amis qui font de la data, qui font du machine learning, utilisent beaucoup Python, utilisent beaucoup Python, notamment avec TensorFlow. D'accord? TensorFlow, c'est une librairie open source qui permet de développer des modèles de machine learning. Et donc, ça peut être un bon investissement, à mon sens, si on se forme et si on adopte Python comme étant un langage de programmation à utiliser dans le cloud. Alors, troisième chose, c'est la partie Git. Donc, bon, on en a parlé au début. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat, en tout cas, sur la partie, sur la nécessité, en tout cas, et l'importance d'avoir un repository Git, notamment. Moi, personnellement, après, peut-être il y en a certains qui ont connu d'autres systèmes, mais moi, j'ai connu CSV, j'ai connu SVN, et après, j'ai pu découvrir Git à travers des collègues. Et même au début, c'était un peu compliqué parce que à l'époque, là où j'étais en mission, le client, en fait, l'équipe centrale, en tout cas, qui gérait la partie dev, n'était pas d'accord pour qu'on passe sur Git. Donc, ils étaient encore en SVN, mais nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était sur nos postes en local sur du Git. Il y avait ce qu'on appelle Git SVN, qui était un peu un bridge entre Git et SVN. Du coup, pour moi, c'était un peu une étape intermédiaire pour s'adapter, pour apprendre en quelque sorte de façon progressive l'utilisation de Git. Et du coup, aujourd'hui, clairement, il faudra utiliser Git, qui est un produit open source. Il y a aussi GitHub, qui est la version cloud, très populaire. Il y a aussi GitLab, mais bon, je ne peux pas mettre toutes les solutions. Mais dans GCP, il y a aussi Cloud Source Repository, qui est un produit managé, qui est un Git managé. Mais bon, ça ne vaut pas un GitHub, clairement, d'un point de vue fonctionnalité riche. Pardon. Alors, on y est. Très important, la partie infrastructure as code. Donc aujourd'hui, quand on parle de sécurité, en tout cas, et quand on parle de la sécurisation des infras, parmi les choses qu'on va recommander à nos clients, et c'est vraiment passer par des outils d'infra as code. Ça permet de minimiser les erreurs humaines, ça permet de documenter, de rationaliser, d'historiser aussi toutes les modifications qui sont faites sur l'infra, voire construire des plans de disaster recovery aussi, au cas où j'ai un problème, je perds toute l'infra, je peux la remonter de façon automatisée. Et donc Terraform, clairement aujourd'hui, à mon sens, s'impose comme étant un standard. Même Google, en fait, qui avait un produit qui s'appelait Deployment Manager, hein, qui existe jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, tout a été rebrandé pour mettre en avant Terraform un peu partout. Et donc, c'est un outil d'infrastructure as code qui vous permet de coder de façon pragmatique votre infra. Vous allez utiliser donc un langage de configuration, on va dire que ce n'est pas un langage de programmation qui s'appelle HCL, c'est HashiCorp Configuration Language. Donc, bien évidemment, Terraform, c'est un produit qui appartient à HashiCorp. C'est la société qui a aussi Volt, Sentinel, Consul, ce genre de produit. Et donc, vous voyez à droite un exemple de bout de code qui permet de déployer un bucket. Un bucket, c'est un peu ce qui est donc Cloud Storage. C'est un peu l'équivalent de S3 côté AWS. Donc là, c'est assez simple. Hein. Donc, on va coder, on va configurer, en tout cas, on va provisionner, notre bucket. Ça, c'est la ressource Terraform. Ça, c'est le nom de la ressource. Et après, le projet dans lequel on veut déployer, le nom du bucket qui doit être unique globalement, bien évidemment. Je n'ai pas testé, mais ça doit être unique normalement, à moins que quelqu'un d'entre vous crée la bucket entre-temps, parce que c'est unique entre tous les utilisateurs et tous les clients de la GCP, et on va choisir la localisation. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi EU. Donc Terraform va se baser sur les API
clairement des cloud providers, en l'occurrence GCP, pour construire les ressources qu'on pourra utiliser pour faire de l'infra as code. Donc là, c'est très important, en tout cas aujourd'hui, d'utiliser de l'infra as code. Moi, je ne vous cache pas, ça nous est arrivé l'année dernière. Personnellement, j'avais refusé, en tout cas, un projet parce que le client ne voulait pas faire de l'infra as code. Il voulait faire tout par la console. Moi, je dis, écoute, ce n'est pas notre façon de faire. C'est pas comme ça qu'on a l'habitude de faire et c'est pas mes consultants ne sont pas forcément à l'aise avec ce genre de fonctionnement. Et donc, on a essayé d'exposer les avantages à utiliser une telle approche. Donc, ça finit par payer. Et donc, le client a accepté à la fin, en tout cas, de faire de l'infra as code. Et je vous assure, il n'a pas regretté. Parce que par la suite, quand il a fallu créer de nouveaux environnements à l'étranger, dans d'autres pays, pour migrer d'autres data centers et les faire évoluer, on avait gagné beaucoup de temps parce qu'on avait déjà une base solide d'un point de vue infra as code. Alors, ce qu'il faut savoir chez Google Cloud, et là c'est sympa, c'est la partie Cloud Foundation Toolkit. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un peu du code Terraform qui soit déjà prêt à l'emploi avec les bonnes pratiques Google Cloud, parce que voilà, chez Google, il y a des gens qui travaillent à plein temps quasiment sur la gestion et la maintenance déjà du provider Terraform pour GCP, mais aussi pour plein de produits annexes. Donc, je parlais du coup de CFT. Et donc là, si vous regardez Cloud Foundation Toolkit, ben, c'est un peu un toolkit qui est mis à disposition par Google. Vous l'avez aussi sur GitHub. Et du coup, vous avez pas mal d'exemples. Je ne sais pas si vous regardez. Je ne pense pas. Attends. On va plutôt partager la fenêtre. Là, on est sur. Hop. Donc, là, vous avez donc, là, c'est plutôt des exemples. Hein. Terraform Google Modules. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Bon, on va rester sur les exemples, c'est pas grave, mais en tout cas, vous chercherez après la partie CFT. Et vous voyez très bien qu'il y a pas mal de dossiers qui contiennent du code Terraform qui est prêt à l'emploi. Donc là, c'est du bootstrap. Par exemple, si vous voulez vous inspirer, comment je peux bootstrapper une nouvelle organisation. C'est-à-dire que c'est la création d'une nouvelle organisation from scratch. Après, voilà, avec plein de composants, network, projet, environnement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie CFT, c'est plutôt des modules individuels que vous pouvez tester, utiliser de façon indépendante et qui sont faits pour fonctionner ensemble. Maintenant, il y a un peu une variante du CFT, ce qu'on appelle CFT Fabric. C'est la même chose à peu près que CFT, clairement que Cloud Foundation Toolkit, mais qui est plutôt conçu pour être copié et modifié. Moi, je suis plutôt on va dire dans la deuxième école. J'aime bien en fait être propriétaire de mon code Terraform, d'accord? C'est être propriétaire de mon code Terraform, avoir la main, le modifier, le faire évoluer comme je veux, mais bien évidemment en s'inspirant de ce qui a été fait auparavant. Parce qu'en fait, ce qui peut arriver avec CFT, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont standards. Et si vous utilisez des composants qui ne sont pas forcément prévus à la base dans CFT, bah, ça peut ne pas fonctionner correctement. Ça nécessitera peut-être beaucoup d'efforts d'un point de vue adaptation, mais aussi sur la partie évolution. Si vous voulez rajouter une fonctionnalité un peu qui vient d'arriver ou voilà, que vous voulez coder vous-même, bah là, sur la partie CFT, c'est plutôt assez normé en tout cas comme process, donc faire une PR pour que ce soit déployé, modifié, ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. Jetez un coup d'œil sur la partie Foundation Toolkit. Vous avez la partie CFT Fabric aussi. On va pas fabrication, c'est pas ça. Plutôt CFT Fabric. Voilà, elle est là. Cloud Foundation CFT Fabric. Et là, comme je disais, voilà, c'est un peu des modules et des exemples où vous devez plutôt copier, coller, forquer, ainsi de suite, et utiliser. Donc là, vous avez énormément de modules. Si vous regardez, et même pour de l'APG, pour du BigQuery, Cloud Function, pour la plupart des produits, clairement, qui sont supportés. Et c'est vraiment un très, très bon endroit pour démarrer. Là, vous avez même tout ce qui est achat pour du VPN. Donc là, il ne faut pas réinventer la roue. Donc là, vous avez pas mal de code source, utilisez-le. Du coup, si on voudrait résumer sur la partie infra as code, parce qu'il y a quand même 2-3 slides par rapport à ça, parce que c'est un peu une partie très importante, c'est clair qu'adopter ce genre de technologie, ce genre de pratique d'infrastructure as code, ça va ramener de nouveaux challenges. D'accord? Par exemple, comment vous allez gérer le cycle de vie de votre code Terraform? Combien de repositories vous allez avoir?
pour gérer votre code. Là, il ne s'agit pas d'apporter toutes les réponses maintenant, mais c'est des questions sérieuses qu'il faudra se poser quand on va adopter donc, ce genre de technologie. Combien d'équipes vont travailler sur le code source? Est-ce que ce sera l'équipe Ops qui va construire des modules réutilisables par les équipes de développement? Est-ce que, de l'autre cas, qui vont juste instancier, bien évidemment, est-ce que c'est plutôt l'équipe Ops qui va créer la partie fondation transverse, réseau, interconnect, euh, tout ce qui est paramétrage de sécurité globale, et laisser créer des folders, par exemple, pour les équipes de développement qui vont aller coder leur propre code Terraform. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Là, ça va dépendre clairement de chaque entreprise, des compétences qui sont en place, très important aussi, hein, parce qu'on ne va pas demander à des gens qui ne codent pas ou qui ne maîtrisent pas Terraform d'aller coder. Ben, on va les aider, on va leur apporter les outils et les templates nécessaires. Comment les modules vont être gérés, d'accord? Comment ils vont être réutilisés, qui a le droit de comité, qui a le droit de relire, d'approuver, de merger. Donc là, c'est créer un peu aussi les différents rôles. Comment aussi je vais intégrer tout ça dans les pipelines. Bien évidemment, la partie infra as code, ben, il faudra l'intégrer au pipeline existant de DevOps pour avoir une étape de construction de l'infra, d'accord? Parce que c'était pas, c'était pas inclus à la base. On avait un serveur dans lequel on déployait. On va lancer la partie des pipelines de CI/CD qui vont juste utiliser donc les serveurs pour déployer les applications. Là, on a quand même de nouvelles étapes qui vont se rajouter, que ce soit d'un point de vue sécu, mais aussi d'un point de vue infra as code. Alors, maintenant on a dit, voilà, on va créer donc de l'infra as code, mais on a besoin quand même de contrôler ce qui se passe, clairement, d'accord? Ce qu'on va créer, bah, il faudra contrôler que ce soit compatible avec les contraintes de sécurité de l'entreprise. C'est facile, clairement, aujourd'hui, d'introduire des erreurs. Ça arrive hein, tous les jours, qui vont, un développeur avec un membre de l'équipe qui va introduire une erreur de façon accidentelle, qui va casser l'infra, qui va casser les pipelines. On a aussi des challenges d'un point de vue état aussi dans Terraform qu'il faut pas négliger sur la partie state, qui va garder un peu l'état de votre infra pour les prochaines exécutions. Euh, Ça peut être un frein aujourd'hui s'il y a des problèmes en tout cas, s'il y a des erreurs, s'il y a des bugs, ça peut être un frein en tout cas l'adoption de la partie sécurité et la partie cloud dans le sens général. Parce qu'on dit, OK, oh, là, halt, on va s'arrêter 2 secondes. On ne peut pas aller avec ce genre de solution comme ça. Il faut que ça soit sécurisé, il faut que ça soit fiable et il faut que ça soit géré, gouverné. Et donc, l'idée derrière, c'est de dire, voilà, est-ce que j'ai un moyen aujourd'hui d'automatiser ces contrôles? Et donc là, ça arrive à la notion de policy as code. Donc là, on avait de l'infra as code. Là, on va se trouver sur la notion de policy as code. C'est-à-dire que je vais configurer des policies en code pour contrôler. C'est des méthodes de contrôle par rapport à mon infra. Et donc, on va parler d'abord de config validator. Donc, config validator, c'est un outil qui a été créé par Google et qui permet de valider votre infra par rapport à certaines contraintes, d'accord? Qui va aller voilà, checker certaines règles. Et donc là, on a deux façons de checker. Soit on va checker avant de déployer. Donc, on va ce qu'on appelle le pré-deployment. Donc là, c'est un outil qui peut s'utiliser avec Terraform. Donc, vous allez juste télécharger votre binaire, vous passez, donc après, vous téléchargez aussi votre bibliothèque de policy library, d'accord? Et derrière, vous allez donc valider votre plan par rapport, en tout cas, par rapport à ce genre de règles qui va vous dire, voilà, est-ce que vous êtes compliant ou pas? D'accord? Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, en tout cas, par rapport, en tout cas, à votre code Terraform. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas ça, bah, vous pouvez écrire ce que vous voulez, en tout cas, dans votre code source Terraform. Donc là, je suis en train de regarder un peu la policy library, je suis en train de la chercher en parallèle. Donc là, vous regardez un peu les policy libraries. Donc là, vous avez toute la librairie qui est là. Vous allez voilà, donc télécharger ces policies et après vous allez pouvoir donc valider ça. Est-ce qu'on peut regarder un peu les policies constraints? Donc là, vous avez un certain nombre de constraints. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas ça. Avant, c'était sous Forcity. Je sais pas ce qu'ils sont mis là. Alors, validateur. Voilà, vous voyez ici, par exemple, là, il y a pas mal de règles, en tout cas, qui sont écrites pour la partie compute. C'est du Rego hein, qui est utilisé. C'est du GKE, voilà, pas mal de règles. Comme ici sur GKE, est-ce que la partie Authorized Networks, elle est activée ou pas pour n'autoriser que certains réseaux pour accéder à votre cluster? Est-ce que le cluster, il est privé ou pas?
Voilà, donc est-ce que vous avez sur les règles IAM aussi, parce qu'il ne faut pas oublier hein, qu'il y a la partie cloud provider, bien évidemment, sur la partie sécurité, et notamment donc la partie IAM, tout ce qui est donc accès public, gestion du réseau, ainsi de suite. D'accord? SQL, voilà, bon, j'en passe, hein, il y a énormément de règles qui sont disponibles. Vous pouvez directement tirer profit de ces fonctionnalités pour valider votre code Terraform. Vous avez aussi la partie continuous monitoring, c'est-à-dire qu'après une fois que vous avez déployé votre infrastructure, bah, on ne s'arrête pas là. On l'a vu, hein, c'est le continuous monitoring dans le cycle de vie d'un logiciel et ou d'une infra aussi, puisqu'on va de façon continue, on va scanner la plateforme, on va scanner les infras en vue de détecter des violations, parce qu'entre-temps, il y a des choses qui peuvent bouger. D'accord? Donc là, l'idée, c'est voilà, s'assurer que tout reste conforme par rapport à l'état voulu au moment du déploiement. Donc là, vous allez donc récupérer votre librairie de contraintes, comme on a vu. Hein. Donc là, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, les étapes clés, c'est clairement avoir en fait un repo central dans lequel vous allez définir vos contraintes. Vous pouvez partir des contraintes prédéfinies par défaut, mais rien ne vous empêche d'aller créer vos propres règles. C'est tout à fait possible. Voilà, après, il faut connaître un peu du Rego et s'approprier un peu la plateforme pour savoir ce qu'on veut. D'accord? Et les utilisateurs avancés, j'en ai vu, hein, qui vont clairement créer leurs propres règles par rapport à leurs propres contraintes. Mais du coup, on est plutôt. Le fait d'avoir ce repo centralisé, bah, tu peux avoir un peu le pattern, bah, write once, run many, en quelque sorte, ou everywhere. C'est-à-dire qu'on a les mêmes règles qui vont être utilisées soit dans la validation à la demande, d'accord, c'est avant le déploiement, soit dans la validation continue qu'on va voir après dans le continuous monitoring. Et donc là, bien sûr, avec toute la partie versionning, historique, voilà, donc plusieurs personnes peuvent travailler sur un même repo et apporter leur contribution, et notamment les équipes de sécurité. Donc les équipes de sécurité peuvent être amenées à travailler, par exemple, sur les policies. Ils ne sont pas amenés à travailler sur la partie infra as code. Ça peut être les DevOps qui vont travailler dessus. Ils ne sont pas amenés à travailler sur la partie software, parce que ça, c'est les développeurs, mais ils sont peut-être amenés à travailler sur la partie règles, policies. D'accord? Il y a un autre produit, mais c'est tout lié, en fait, si vous voulez, dans cette suite, hein, parce que pareil, hein, c'est à peu près les mêmes policies qui sont utilisées. D'ailleurs, historiquement, on peut aussi utiliser les policy library de Forcity Security, qui est un outil open source qui a été créé par Google Cloud et qui permet de scanner votre infra en vue de détecter des vulnérabilités, de détecter des findings. Il y a plusieurs composants. Donc, il y a un composant d'inventaire qui va faire juste en fait une image de l'état de vos ressources au niveau de la plateforme. Il va se baser sur Asset Inventory API. Il va stocker ça dans une base de données. Le scanner qui va scanner, d'accord, qui va détecter en fait les vulnérabilités suivant les contraintes qu'on aurait définies. L'enforceur, donc ça c'est un peu dangereux, faire attention. Ça permet en fait de remettre l'état de la plateforme de façon automatique par rapport aux règles de base, s'il trouve qu'il y a un écart. Là, pourquoi je dis dangereux? Parce que parfois, ça peut casser des choses que vous avez fait de façon manuelle, peut-être, hein, ou de façon voulue. Donc là, faites attention par rapport à ça. Le Explain, ça plutôt permet d'expliquer les droits IAM. Maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres produits qui sont apparus depuis dans GCP de façon native. Et à la fin, on a la partie Notifier, qui est la partie donc notification par mail, voilà, ou dans d'autres canaux, d'accord, par exemple pour envoyer vers Security Command Center, qu'on verra juste après. J'aimerais bien quand même vous montrer un peu la partie Forcity Security. Hop, dans GCP. Je pense que c'est ça. Alors, hop, vous êtes là. Donc, je vais chercher, j'ai un projet que je vais chercher, ça s'appelle Forcity Showcase. C'est là où j'ai installé Forcity pour la première fois. C'était pour notre orga sphere.com. À l'époque, je l'avais installé de façon manuelle parce qu'il n'y avait pas de, c'était je pense en 2018 ou en 2019, il n'y avait pas encore un module Terraform pour la partie Forcity Security. Et voilà, donc c'était plutôt à installer des scripts en Python, voilà, pour déployer. Et donc, pour déployer Forcity Security, on a besoin d'avoir deux machines virtuelles. D'accord? Donc, il y a un client et un serveur. Et il y a besoin aussi d'une base de données, Cloud SQL. Donc, c'est la base de données, je pense que vous l'avez bien compris, qui permet de stocker
du coup l'inventaire, mais aussi les findings, les vulnérabilités. Donc, c'est une base de données qui commence à prendre de l'espace quand même, hein. Forcity, ça tourne par défaut toutes les 2 heures. Ça fait un scan total sur le scope qu'on aurait défini. Et donc là, bon, on est plutôt à 380 gigas quand même. Et dernière chose, vous allez retrouver dans Cloud Storage, si vous regardez un peu, vous allez retrouver un peu la partie asset qui est liée à Forcity Security. Et si on regarde la partie serveur, on va trouver un peu les contraintes, d'accord? Les rules, voilà, qui sont enforcées. Voilà, c'est des règles par famille de produits pour l'instant, et c'est en YAML, d'accord? Vous allez aussi trouver normalement la partie export, d'accord? Vous allez trouver un peu les rapports. Bon, là, il n'y en a pas, puisqu'on avait configuré l'envoi des notifications vers Security Command Center, que je vous montrerai juste après. Bon, passons au Security Command Center, hein, ça peut être intéressant de le faire tout de suite. Donc, Security Command Center, c'était un peu le produit suivant que je voulais vous montrer. Donc, si on regarde un peu, bon, Security Command Center, c'est un produit central qui va plutôt être au niveau de l'orga, d'accord? Donc là, par exemple, plutôt utiliser Sphere.cloud, il ne faut pas utiliser l'organisation pas officielle pour des raisons de sécurité, bien évidemment. On va plutôt utiliser on va dire, l'organisation de test qui est Sphere.cloud. Donc là, vous avez dans un premier temps la partie asset, summary, vous avez fait un inventaire par rapport à tout ce qui se passe au niveau de votre infra. Donc là, depuis le dernier jour, on voit combien de datasets ont été créés, combien de buckets, ainsi de suite. C'est un peu l'inventaire. Donc là, j'ai par exemple 448 subnets. Bon, il y en a pas mal qui sont par défaut, je pense. On peut aussi comparer dans le temps. Donc là, sur les 14 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pas grand-chose, je pense, à part quelques formations. Vous allez aussi trouver un peu des findings par source. Ça peut être du Container Threat Detection, ça peut être du Web Security Scanner pour scanner les applications. Ça peut être le Security Health Analytics, c'est ça ressemble un peu à Forcity Security, mais c'est un peu une version managée qui va sortir un peu des findings. Donc là, il y a quelques findings d'ailleurs, hein, qu'on a. Il y a aussi tout ce qui est Event Threat Detection. Après, il y a pas mal de sources, hein, qui vont arriver. On a Cloud Anomaly Detection, Cloud Armor pour tout ce qui est attaque des DOS. Donc, toutes les insights, vous allez les retrouver de façon centralisée dans Cloud Security, donc Command Security Center. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de rajouter d'autres sources, parce que ce n'est pas limité uniquement aux produits qui sont dans la GCP. Vous avez donc pas mal de partenaires qui ont Add More Service. Voilà, donc vous avez pas mal de partenaires qui ont développé des intégrations avec Security Command Center. Donc là, on parle de Silo, attends, je vais vous dire, ceux que je connais un peu, Falcon, McAfee, il y a aussi du Qualys, du Prisma Cloud. Voilà, donc il y a énormément de Sysdig, Tenable, voilà, pour ne pas citer. Il y a énormément de produits qui se sont intégrés, y compris Forcity Security. Donc là, c'est ce que j'avais fait à l'époque, hein, j'ai utilisé ce connecteur pour récupérer les données qui viennent de Forcity Security directement. Donc, c'est dans Security Command Center. OK? Donc, ça, c'est globalement ce qu'on peut faire avec ce produit. Et on va revenir à nos slides, du coup. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais en train de vous montrer un peu la partie Security Command Center. Voilà, donc là, vous voyez un peu l'intégration avec Security Command Center. Vous voyez un peu quelques vulnérabilités. Vous voyez même le logo de Forcity Security. Donc là, voilà, c'est un produit assez sympa. Il y a 2 versions, ça il faut le noter. Il y a une version gratuite, en tout cas standard, et celle-là, voilà, vous avez Security Health Analytics et quelques intégrations de base. Mais s'il faut aller plus loin, il faut utiliser la version premium, voilà, qui peut inclure tous les produits. Alors, donc là, tout ce qu'on a vu jusque-là, on a vu tout ça à part ce produit. D'accord? Alors, le CFT Scorecard, c'est quoi? Donc, le CFT Scorecard, c'est un produit open source pareil. Je ne voulais pas faire un slide exprès, en tout cas spécifique pour lui, mais en tout cas, il y a une méthodologie chez Google qui s'appelle Cloud Security Posture Review qui permet d'auditer un environnement cloud, d'auditer d'un point de vue sécurité pour checker sur la partie identity, network, Kubernetes, data, compute engine. Et donc, il va se baser principalement sur CFT Scorecard. C'est un peu un outil ligne de commande qui permet d'aller attaquer l'asset inventory, c'est un peu l'API
qui permet de récupérer les assets, celle qui est utilisée par Security Command Center, et qui permet de scanner donc les différents environnements, en tout cas les différentes ressources, suivant les règles qui sont utilisées par CFT Score 4 pour sortir, pareil, des anomalies. D'accord? Je ne sais pas, par exemple, si on voit qu'on est en train d'utiliser le réseau par défaut, par exemple. Hein. Là, c'est considéré comme étant un finding, en tout cas une vulnérabilité. Il faut plutôt utiliser des réseaux custom dans GCP où on va définir nos sous-réseaux qui vont nous intéresser avec l'adressage IP qui va bien. D'accord? Ça pourrait être aussi, on a des buckets qui sont publics. On a, par exemple, des datasets qui sont publics côté BigQuery, ainsi de suite. D'accord? Après, il y a peut-être aussi des mesures, des checks de sécurité côté Kubernetes, par exemple, hein, soit OSS, open source, soit GKE, côté Google. Et donc, si on met tout ça ensemble, nous, en tout cas, en tant qu'administrateur, en tant que DevOps, DevSecOps, on peut appeler comme on veut, en tout cas, on va définir notre librairie de policy, qui va contenir un peu les différentes contraintes qu'on a envie d'appliquer, qu'on va les stocker dans le repo central de notre entreprise, d'un point de vue contrainte. En mode développement, en tout cas construction, soit en local, soit sur un pipeline de CI/CD, on pourra utiliser le Terraform validateur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec config validateur, pour justement checker avant le déploiement. On peut faire jouer du Forcity de façon continue, comme je vous ai montré, hein, donc c'est toutes les 2 heures que ça va tourner, et donc derrière, ça va scanner l'environnement cloud de façon continue. On peut aussi, à la demande, faire des audits. C'est quelque chose que j'avais fait auparavant avec pas mal de clients, surtout des clients en fait, qui ont déjà démarré sur le cloud et sur GCP de façon spécifique et qui commencent à se poser des questions. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a fait les choses dans le bon ordre? Est-ce qu'on a fait les choses bien, suivant les recommandations de Google? C'est souvent des clients qui vont atteindre des limitations d'un point de vue conceptuel. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir pour voir un peu comment on peut y remédier. Et donc là, l'idée, c'est un peu de faire un audit. C'est un assessment GCP global qu'on fait et qui permet justement de sortir un peu un rapport qui contient l'ensemble des points qu'on aurait checkés avec, bien évidemment, les recommandations sur les points qui ne sont pas forcément au niveau. Tout ça peut être envoyé, en tout cas par Forcity Validator, dans Security Command Center pour afficher les informations dans cette tour de contrôle d'un point de vue sécurité, parce que c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, c'est une tour de contrôle, c'est un peu l'intelligence, c'est un peu votre dashboard centralisé pour le collect et l'affichage des findings d'un point de vue sécurité. Je voulais quand même finir avec la partie Security Response Automation. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, hein, clairement, dans la partie DevSecOps et la partie sécurité, bien spécifiquement. Voilà, mais j'essaie un peu de ramener un peu en tout cas de mettre un peu les différents points que je juge en tout cas importants d'avoir en tête quand il s'agit d'adopter en tout cas des pratiques DevSecOps. Et à la fin, une fois qu'on a détecté une vulnérabilité, on a détecté en fait une faille de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'à un moment donné, il faut faire des choses. Hein. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir collecter donc, les différentes vulnérabilités ou les messages qui peuvent arriver soit dans Security Command Center, soit qui peuvent apparaître aussi dans les logs. Ça, c'est très important dans GCP, dans les logs d'audit, par exemple, dans les logs applicatifs. Peut-être pousser tout ça dans un PubSub, qui est un bus de messaging automatisé, en tout cas dans GCP, managé serverless. Et par la suite, aller valider en tout cas ces findings qu'on a retrouvés, les passer en revue par rapport aux différentes policies et règles qu'on avait créées, et pourquoi pas, suivant le type de la vulnérabilité, instancier des Cloud Functions à la volée qui permettent de faire de la remédiation. Ça peut être en fait le niveau ultime. On peut créer donc des différentes Cloud Functions qui peuvent chacune spécialisée répondre à une menace, en tout cas à une faille de sécurité, pour justement y remédier de façon automatisée. Donc ça, c'est vraiment le niveau le plus avancé qu'on pourrait avoir. Voilà. Donc, a priori, j'ai fini. J'ai fait le tour un peu de ce que je voulais dire. Je veux bien insister quand même sur l'aspect humain, clairement sur la partie DevSecOps. Ce n'est pas une partie qui va se faire toute seule. Il faut vraiment qu'il y ait de la volonté et de la motivation de la part des équipes en place. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette presse.